Une foule immense s'est recueillie samedi à Novi Sad, dans le nord de la Serbie. 16 minutes de silence ont été observées. Un hommage aux 16 victimes de l'effondrement d'une partie de la gare de la ville il y a un an. Ces personnes ne sont pas mortes par accident. C'est la conséquence d'un système politique corrompu. L'effondrement de l'auvent en béton de la gare de Novi Sad, qui venait juste d'être rénovée, est devenu le symbole de la corruption qui gangrénerait les chantiers publics à travers la Serbie. Depuis un an, des manifestations se multiplient, notamment sous l'impulsion des étudiants qui demandent des comptes au président nationaliste Aleksandar Vučić. Face aux protestations, le président Vučić, ex-ministre de l'Information de l'ancien président yougoslave Slobodan Milošević, a tenté d'étouffer la contestation. Pression sur les journalistes et arrestation de manifestants. L'été dernier, la répression policière s'est durcie après plusieurs jours de heurts entre ses partisans et des manifestants qualifiés de terroristes. Pourquoi ai-je dit qu'il s'agit d'un acte terroriste? Parce qu'une arme à feu a été utilisée. Le but était de provoquer un danger général. Aleksandar Vučić dit regretter ses propos. Au pouvoir depuis 2014, sent-il le vent tourner? Il n'écarte plus la possibilité de convoquer des élections anticipées, comme le réclament les manifestants. Alors le président serbe, qui enfin stratège, a toujours su jouer les équilibristes, entretenant de bonnes relations avec Bruxelles et Moscou, est-il ce soir en difficulté? Coincé entre la Russie et l'Europe, la Serbie demeure-t-elle un élément de stabilité ou au contraire, peut-elle déstabiliser les Balkans? Nos trois invités pour traiter de ce sujet. Danica Djeric, bonsoir. Vous êtes concerné au premier chef puisque vous êtes serbe, membre du collectif Paris 1152 qui fait référence à l'heure de l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad. Et selon vous, il y a des similitudes entre ce qui se passe en Serbie et ailleurs dans le monde, notamment avec la Gen Z à Madagascar ou au Maroc, des jeunes qui se soulèvent pour défendre la démocratie, la justice et la lutte contre la corruption. À côté de vous, Jean-Arnaud de Reims, bonsoir, historien, rédacteur en chef du Courrier des Balkans. Votre dernier essai, Les Balkans en 100 questions, aux éditions Talendier. Selon vous, la Serbie est le seul pays candidat à l'Union européenne qui ne s'aligne pas sur la politique étrangère de Bruxelles. Pour le président Vučić, la politique ne repose pas sur des rapports de force idéologiques, mais sur des transactions. Ça nous rappelle un certain Donald Trump avec une vision transactionnelle des choses. Et à côté de vous, Cyril Brett, chercheur associé à l'Institut Montaigne. Bonsoir. Spécialiste de la Russie et de l'Europe orientale. Selon vous, le pouvoir en place n'est pas une dictature type Milošević, mais un régime illibéral. La Serbie est un pays enclavé qui a besoin d'une intégration forte avec l'Union européenne. Et on démarre, Benjamin, avec l'image du jour. Oui, c'est celle de Diana Erka, la mère d'une victime de l'effondrement de la gare de Novi Sad, hier à l'occasion d'une cérémonie d'hommage aux victimes, avec dans sa main des photos de son fils et un t-shirt barré de cette phrase « Une mère contre la machinerie », sous-entendu un État corrompu, un système corrompu. Diana Erka veut connaître l'enchaînement des responsabilités qui ont conduit à la mort de son fils. Elle a d'ailleurs entrepris une grève de la faim. Jean-Arnaud de Reims, la corruption, c'est vraiment le fléau qui gangrène aujourd'hui la Serbie. Bien sûr, mais alors quand on parle de corruption, on ne parle pas de quelque chose qui serait extérieur à l'État, qui serait le fait d'éléments déviants, de mauvais policiers ou de mauvais juges. On parle de quelque chose de structurel, c'est-à-dire un système de corruption qui part, qui revient, qui remonte au sommet de l'État, concrètement autour de la personne du président Vučić, qui depuis 13 ans qu'il est au pouvoir, enfin il arrive en 2012, 2014, il est Premier ministre, peu importe la chronologie exacte, on est à peu près sur une douzaine d'années, qui a construit un système de contrôle total de privatisation du pays, de privatisation de l'État. À son profit? À son profit, à celui de sa famille, de son frère notamment, qui est très présent dans beaucoup d'activités économico-criminelles, on va dire, pour résumer les choses. C'est donc ce système-là très particulier, très personnalisé, très centralisé, qui fait que cette tragédie, somme toute presque banale, l'effondrement d'un auvent en béton, il y a bien sûr des responsabilités, et c'est une tragédie puisqu'il y a eu 16 morts. Mais a priori, on devrait pouvoir savoir qui est responsable, qui n'a pas fait son boulot. Mais c'est impossible parce que tout remonte directement jusqu'à la personne du président. Danica Djeric, on a vu des symboles, on a vu des mains rouges qui signifiaient au gouvernement et au chef d'État, vous avez du sang sur les mains, mais il y a aussi un symbole que vous portez autour du cou, cette pompe. Vous pouvez nous expliquer ce que ça veut dire dans cette lutte pour la démocratie des jeunes gens que vous incarnez?
Oui, alors ça veut dire Pompai. Pompai, ça veut dire pompe, pomper en serbe. C'est devenu le slogan des manifestations depuis le début. Ça s'est un peu propagé sur les réseaux sociaux, mais aussi dans la vie de tous les jours. Et ça veut dire pomper, pomper jusqu'au bout, jusqu'à la liberté, le temps qu'il faudra. C'est ça, exactement, le temps qu'il faudra. Et c'est quelque chose qu'on scande beaucoup maintenant dans les manifestations, dans tous les rassemblements. Et on demande aussi souvent aux gens, est-ce que dans les pompes, ça veut dire est-ce que vous pompez, ça veut dire est-ce que vous êtes avec nous dans cette lutte. Alors, qui sont ces manifestants, Cyril Brett, justement? Est-ce que c'est principalement des étudiants, on l'entendait, ou ça va au-delà? Il y a aussi la ruralité, c'est pas uniquement un mouvement citadin et jeune, c'est au-delà de ça? Oui, c'est la particularité de ce mouvement. Il a réussi à s'étendre, à sortir, en fait, à se désenclaver de Belgrade, des mouvements, voilà, des jeunes diplômés ou qui vont devenir diplômés. Plein d'initiatives ont été prises à travers le pays pour aller beaucoup plus loin que les universités de Belgrade et de Novi Sad. C'est un mode de mobilisation qu'on a pu voir effectivement dans d'autres pays, mais qui a cette particularité que pour éviter une répression trop forte, l'administration Vučić est quand même familière de la stigmatisation et de la violence envers ses opposants, a refusé de s'incarner parce que l'incarnation... Il n'y a pas de leader, quoi. Exactement. En tout cas, il y en a évidemment, mais qui ne se sont pas signalés, qui ne se sont pas sortis du lot pour éviter justement la stigmatisation, les attaques de dénigrement dont les services ou les médias qui sont très proches d'Aleksandar Vučić sont familiers. Il y avait bien eu d'autres manifestations très importantes contre une tuerie dans des écoles primaires en 23. Et apparemment, ce mouvement a tiré les leçons des vulnérabilités des précédentes protestations pour rester encore sous les lignes de la police. Danica Djerić, en fait, si on comprend bien, ça s'organise autour d'assemblées, ça s'appelle les plénums, les zborovi, des assemblées autogérées. C'est un peu ce qu'on a vécu ici en France en mai 68. Est-ce que la comparaison est faite là-bas? Qu'est-ce que ça a pu inspirer cela? Alors, il y a plusieurs choses, les plénums et les zborovi, qui ne sont pas exactement la même chose. Les plénums, c'est vraiment ce mécanisme qu'utilisent les étudiants depuis le début, en tout cas, du blocus des universités qui a commencé le 22 novembre, donc un peu après l'effondrement de... Presque un an. Presque un an. Oui, c'est ça, presque un an. Et donc, où plus de 60 universités sur 80 dans le pays sont entrées en blocus. C'est un mécanisme de démocratie directe, donc en fait ça permet aux étudiants de se rassembler dans des grosses assemblées générales où ils débattent de tous les sujets, prennent des décisions, votent. Il y a des équipes de modération qui tournent toujours aussi, donc il y a vraiment, même dans ces équipes-là, il n'y a pas de leader, de personnes qui seraient... ce qu'évoquait Cyril Voilà, Brett. exactement. Et donc c'est ce système de fonctionnement-là qu'ils ont choisi, qui a évolué aussi au cours de cette année. Donc il n'y avait pas... Enfin, le plénum, ça existait déjà avant, mais les règles se sont un peu faites au cours du temps. Et les zborovi, c'est quelque chose qui existe en fait dans la constitution serbe. C'est des sortes d'assemblées, comment dire... locales, voilà, exactement. Des conventions un peu citoyennes. Oui, des assemblées au niveau plutôt commune, mais dont les gens se sont emparés maintenant, la population, après l'appel des étudiants de le faire aussi, pour s'auto-organiser, pour se relayer, pour soutenir le mouvement, et qui est aujourd'hui aussi un mécanisme de lutte. Alors ce mouvement est soutenu par quelques célébrités, à part vous. On va parler d'un certain Djokovic avec vous, Fanny. Oui, l'ex numéro 1 mondial de tennis, star absolue en Serbie. Et il y a quelques mois encore, fierté du pouvoir serbe. Désormais, Djoko soutient ouvertement les étudiants sur les réseaux sociaux, mais aussi en conférence de presse. Cette situation montre à quel point notre société est en échec, et c'est pour ça que je soutiendrai toujours les jeunes et les étudiants. Lors de l'Open d'Australie, Djokovic a même rendu hommage à une étudiante qui avait été percutée à Belgrade lors d'une manifestation par une voiture. Il a écrit son nom sur la caméra, il a écrit « Pour Sonia ». Le joueur de tennis n'a pas non plus hésité à se montrer habillé d'un sweatshirt sur lequel il était écrit « Les étudiants sont des champions ». Résultat, le héros national Djoko est devenu aujourd'hui la cible numéro 1 des médias pro-Vučić. C'est un faux patriote, accuse le tabloïd Informer qui titre comme ceci « Djokovic, la honte, Novak soutient la violence ». En avril dernier, alors que le président lisait des lettres de soutien en direct à la télévision, eh bien, il a censuré le nom de Djokovic de la lettre d'un enfant de 8 ans qui est fan du tennisman. Il l'a remplacé par Nikola Jokic, star de basket dont il est proche.
Jean-Arnaud Derens, est-ce que Novak Djokovic est devenu l'ennemi à abattre pour le pouvoir serbe? Disons, le régime de Vučić fonctionne sur le mode qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc toute personne qui critique ce régime est aussitôt, bien évidemment, un ennemi du peuple. Bon, voilà, c'est la logique de ce régime. Après, je pense que oui, Novak Djokovic est une image de marque internationale. En Serbie, bien sûr, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire. Mais enfin, je pense que c'est pas forcément lui qu'on va attendre pour faire un commentaire politique. Je pense que c'est très important, bien sûr, notamment pour l'image internationale du mouvement. Ça reste malgré tout un petit peu anecdotique. Pour le coup, hier soir, un basketteur, comment s'appelle-t-il, Vlade Stimac, a été arrêté par la police. Lui, c'est quelqu'un qui est dans les manifestations. Un basketteur très connu apparemment, mais qui lui est tous les jours dans les manifestations, beaucoup plus que Novak Djokovic. Cyril Brett, quelles sont les revendications exactes des étudiants aujourd'hui? D'abord des élections législatives, où ils sont prêts à un compromis avec le pouvoir actuel, ou pas du tout? Les revendications sont beaucoup plus des revendications de lutte contre la corruption, d'amélioration de la bonne gouvernance, de lutte pour les droits civiques, avoir des médias indépendants, avoir une répression policière qui soit dans les limites ordinaires du contrôle de la force dans une démocratie. Tout ce qu'on peut rassembler sous le nom bonne gouvernance, qui est en fait la condition de possibilité pour qu'un État se dise une démocratie. Voilà la première revendication. Donc ce n'est pas possible avec ce pouvoir en place. C'est ça qui est considéré, ou les négociations sont possibles? C'est quand même pas une revendication qui est formulée comme telle. La revendication qui fait consensus est effectivement celle d'élections anticipées. Ça, c'est la base sur laquelle tout le monde se retrouve. Ça, c'est, je crois, le point le plus important. Ce qu'Alexander Vučić ne veut pas. Ce qu'il cherche, c'est gagner du temps depuis le départ. Et il va certainement continuer à essayer de le faire. C'est votre revendication principale, législative anticipée? Oui, en fait, sans cette revendication-là, aucune des autres revendications, parce que les étudiants avaient d'abord 4 revendications principales, auxquelles sont ajoutées 2 autres, dont par exemple la publication de tous les documents liés à la reconstruction de cet auvent. On sait très bien que voilà, exactement. On sait très bien que toutes ces revendications-là ne peuvent pas en fait être satisfaites quand on n'est pas dans un état de droit, et la Serbie n'est pas un état de droit. Donc le premier pas pour éventuellement le devenir, ça serait d'avoir des élections. Oui, il y a un point très important, notamment sur la création d'un fichier centralisé et vérifié, consolidé des lecteurs, en fait. Parce qu'avoir des élections anticipées, si on peut le fausser, et par les médias, et par des pratiques déloyales sur l'organisation des scrutins, n'avancera pas particulièrement. Et jusqu'à présent, il y a eu des pratiques déloyales, on a fait voter les morts. C'est récurrent dans les rapports internationaux sur le déroulement des élections. Pour le coup, dans tous les pays de la région. Si vous voulez, grosso modo, à peu près dans tous les pays des Balkans, vous avez plus d'inscrits que d'habitants. Ce qui pose tout de même forcément un problème. Et là, moi, je suis toujours très surpris de constater que depuis 30 ans, toutes les élections dans tous les pays des Balkans sont surveillées, contrôlées par l'OSCE, mais cette tâche fondamentale, essentielle, d'avoir des listes électorales fiables, n'a jamais pu être... cet objectif n'a jamais pu être atteint. L'Organisation européenne de vérification des scrutins électoraux en Europe. Voilà. Les listes électorales sont partout, dans tous les pays de la région. Ajoutez à cela donc, les intimidations à l'égard des journalistes. Alors justement, Reporters sans frontières évoque 89 journalistes agressés en Serbie depuis 1 an, depuis le début des manifestations. C'est énorme. Agresser, ça veut dire quoi? Agresser physiquement, agresser à leur domicile, dans la rue, ça veut dire quoi? Il y a une palette, il y a des cas, des cas d'agression directe. Oui, il y a des cas d'agression directe, tout à fait. Il y a des menaces, il y a des intimidations. Et puis il y a aussi tout un obscurantisme médiatique qui existe en Serbie. Mais il y a encore des médias indépendants, vous diriez, ou pas? Ou tout soit sur les réseaux sociaux quand on veut chercher une information Il y a transparente? des médias indépendants, mais ce ne sont pas des médias publics. Il y a des médias privés, par exemple la chaîne de télévision N1, N1. Mais disons que la majorité des médias, la télévision nationale, elle est occupée. Et puis il y a surtout les tabloïds pro-régime, où en fait toute l'information. C'est bien une condition pour obtenir des élections qui soient à peu près sincères, parce que le régime de Vučić s'en est déjà tiré d'élections précédentes en 23. Il a réussi à limiter la casse, si j'ose dire, face à des protestations qui étaient aussi très importantes. Et donc on voit bien que construire un État de droit, c'est pas seulement avoir des élections, mais c'est remplir d'autres conditions, comme on peut le voir dans d'autres pays tout à fait limitrophes, par exemple comme la Hongrie. Oui. Alors, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, exige un sursaut démocratique de la Serbie. Elle l'a dit aux côtés du président serbe. Écoutez. Mr. President, now is the moment for Serbia to get concrete about joining our union.
My first point is that we need to see progress on the rule of law, the electoral framework and media freedom. Europe's commitment is not only in words, but also in deeds, real change on the ground. And we now look to Serbia to show the same commitment in deeds as well as in words. Jean-Arnaud Derain, ça peut avoir un impact, ce genre de sollicitation, de demande? La demande d'adhésion, elle date de 2009 à l'Union européenne et elle est effective depuis 2012 dans son processus. Oui, je crois que, d'une part, cette déclaration de Mme von der Leyen arrive extrêmement tard. Durant un an que dure ce mouvement, le plus assourdissant a été le silence des institutions européennes. Silence incompréhensible. Et comment vous l'expliquez? Il y a quelque chose qui le justifie, qui l'explique? Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui l'expliquent et qui le justifient. Tout le monde sait très bien que la promesse de l'intégration européenne est un leurre. C'est un petit peu, vous savez, le bâton, la petite queue qui tourne autour du manège et que jamais les enfants n'arrivent à attraper. C'est ça en réalité. Et on essaie de faire tenir les sociétés des Balkans avec ce qui n'est plus depuis des années qu'un leurre, ce que tout le monde sait très très bien. Par contre, ce que veut la Commission européenne, c'est le maintien d'une stabilité de façade. Et puis il y a aussi des intérêts très importants. Je citerai trois choses. D'une part, pour l'Allemagne, il y a les réserves de lithium de la Serbie qui sont un point très important et le garant de la possibilité d'exploiter le lithium, c'est le régime d'Alexander Vučić. Pour la France, il y a la vente de ces avions Rafale, qui est même quelque chose d'un petit peu mystérieux parce qu'on ne voit pas très bien à quoi ils pourraient servir, ni comment la Serbie pourrait les payer. Et puis, plus fondamentalement, il y a ce jeu géopolitique, ce piège géopolitique, je dirais. La Serbie, on le sait, est théoriquement candidate à l'intégration européenne, mais entretient toujours de bonnes relations avec la Russie. C'est là-dessus, c'est cette carte que joue en permanence Vučić. Et au lieu de voir les Européens dire « Mais attendez, monsieur Vučić, à un moment, il faut être cohérent », au contraire, on lui sort en permanence le tapis rouge dans l'espoir, toujours déçu, qu'il ne dérivera pas trop du côté de M. Poutine. En réalité, c'est le carburant qu'utilise Vučić pour tenir la dragée haute aux Européens. Donc les déclarations de Mme von der Leyen, je m'en réjouis, mais je suis un petit peu sceptique sur leur impact. Vous avez évoqué lithium, le mot lithium. Alors on va en parler avec vous, Fanny, puisque c'est la 3e réserve de lithium en Europe, sur le continent. Et oui, c'est en Serbie qu'il y a ce qu'on appelle un projet tout simplement de la plus grande mine d'Europe de lithium, effectivement. Elle est censée voir le jour en 2028 à l'ouest du pays, dans la vallée du Jadar. Le groupe anglo-australien Rio Tinto, qui l'exploitera, veut extraire sur ce site plus de 58 000 tonnes de carbonate de lithium chaque année. Pour l'Union européenne, ce métal est essentiel dans la perspective de sa transition verte. Il servirait à décarboner l'économie, à fabriquer les batteries de plus d'1 million de voitures électriques, soit 17% de la production européenne. Pour l'UE et particulièrement pour l'Allemagne et son industrie automobile, ce projet est donc d'une importance capitale. Pour les habitants de la région, en revanche, il est scandaleux. D'abord parce qu'il est polluant et il risque de contaminer l'eau. Ensuite, parce que pour installer cette usine, il faut détruire 22 villages qui sont construits sur le site et chasser donc les 20 000 habitants. Enfin, parce que ce projet est directement lié à la personne du président Vučić, que les habitants accusent d'être corrompus. Avec ce projet, la population serbe, est-ce qu'on peut dire, Cyril Brett, qu'elle est sacrifiée au profit de la transition verte de l'Union européenne et de l'électrification de l'industrie allemande? En tout cas, c'est un des leviers qu'utilise l'administration Vučić pour peser sur l'Union européenne, sur l'Allemagne, sur la France dans une moindre mesure, même si elle aussi est lancée dans la course de géopolitique aux batteries, pour réduire les critiques. Ça a été très bien décrit, effectivement. C'est un tout petit pays, un peu plus de 6 millions d'habitants, c'est un tout petit PIB, 80 milliards d'euros, et c'est une maximisation de grandes puissances qui la courtisent. On a oublié la Chine encore, évidemment, qui exploite aussi des mines dans le pays et qui a fait de la Serbie un partenaire de à peu près toutes ces initiatives économiques et diplomatiques. Donc, une maximisation. Pour revenir à votre question, effectivement, c'est une force un levier de pression du pouvoir serbe sur l'Union européenne, alors que par contraste, l'Union européenne utilise assez peu, depuis plus d'une décennie maintenant, les leviers qui sont à sa disposition pour obtenir des progrès réels. Imaginez, vous êtes un Serbe de base, ça fait plus de 10 ans que votre pays est engagé vers la voie européenne et vous avez des médias, une police qui ne répondent absolument pas, et encore évidemment un gouvernement qui ne répond pas absolument pas aux normes européennes. Danica Djerica, est-ce que ça fait monter le sentiment de scepticisme vis-à-vis de l'Europe dans la population, justement ?
Parce que les sondages, quand même, sont assez surprenants. Hein. 64% des Serbes soutenaient le projet européen en 2020, et en 2025, c'est plus que 33%. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors oui, je pense qu'il y avait déjà une forte division dans la société par rapport à ce sujet. Actuellement, je pense que c'est plutôt une déception. Une désillusion, voilà, une désillusion européenne. Et puis aussi une déception même de certains secteurs pro-européens, justement, par rapport à pas que, je dirais, cette histoire de lithium, mais aussi par rapport au silence assourdissant de l'Union européenne dont on a parlé avant, même si là, voilà, moi, la dernière résolution du Parlement européen est quand même un signe d'espoir, et j'aimerais aussi le souligner. Juste pour ajouter un mot sur ce point-là, bon, vous avez effectivement en Serbie des gens qui, pour différentes raisons, sont hostiles à l'Union européenne. Bon, ça, ces gens-là existent. Après, vous avez énormément de gens qui étaient tout à fait favorables, mais qui sont déçus. Ce que disait, enfin, ce qu'on dit tous, c'est les revendications des manifestants, des étudiants, c'est l'état de droit, c'est le cœur de métier, je dirais. Et il regarde en particulier Emmanuel Macron là-dessus, qui a reçu le président serbe. Sauf que la Commission européenne soutient objectivement Aleksandar Vučić, notamment Emmanuel Macron, avec toujours cette illusion de l'entraîner dans son camp, dans ce jeu géopolitique face à la Russie. L'histoire de la vente des Rafales est quand même absolument extraordinaire. Ce sont des avions très coûteux, dont on ne voit pas bien quelle utilité aurait la Serbie, puisque le pays, je le rappelle, militairement est neutre, donc on n'a pas d'ennemis déclarés. 3 milliards, 3 milliards. 3 milliards. La vente de 12 avions dernier cri, et surtout des avions qui n'ont pas été livrés, qui n'ont pas été payés non plus. Donc c'est vraiment des avions de papier. Mais l'idée, c'était l'argument, les éléments de langage de l'Élysée, c'était de dire ça va ancrer la Serbie dans le camp occidental. 15 jours après, Aleksandar Vučić allait voir Lavrov. On a compris que ce n'est pas fait. Le ministre russe de la Défense. Merci à tous les trois d'avoir participé à ce débat sur la Serbie. Continuez à pomper. Toujours. Toujours.